Parole. Mesdames, Messieurs, d'abord je tiens à remercier M. Bourboin pour cet événement, pour ce forum, pour son engagement, pour un événement clairement intéressant et qui a eu une grande demande. En tant que membre romande de la direction générale de la BNS, c'est avec un plaisir tout particulier que je suis ici parmi vous aujourd'hui. Je voudrais vous donner tout d'abord un aperçu de l'économie internationale et ce que cela signifie pour la Suisse, et aussi vous parler du rôle de la BNS et des outils qu'elle a à sa disposition pour mener sa politique monétaire. Je prendrai quelques questions à la fin. Alors, on attendra le slide. Alors, la reprise, l'économie internationale. La reprise économique a gagné en vigueur et se poursuit de façon synchronisée au niveau mondial. C'est ce qu'on voit très bien ici. Attendez, j'ai été trop vite avec ça? Non, là j'ai été en arrière. Voilà, je voudrais que vous focussiez sur ce graphique-là. Alors écoutez, ce qu'on voit ici très bien, c'est que depuis la moitié 2016, on voit très bien que la reprise économique s'est améliorée. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ce qu'on appelle le climat d'affaires sur le secteur manufacturier. Souvent, on en parle du indice PMI. Cet indice s'est fortement amélioré. Ce qui est intéressant pour nous, il ne s'est pas seulement amélioré dans une zone, mais ici, on voit bien dans tous les pays industrialisés. Ici, on voit la ligne jaune, c'est pour la zone euro. On voit que c'est vrai pour les États-Unis, la ligne bleue, et aussi pour la Suisse en rouge. Ce qui est aussi important, c'est que ça, on voit, c'est l'industrie manufacturière. On voit de manière générale la production industrielle au niveau mondial. Ici, vous voyez la production industrielle dans les pays industrialisés en bleu et en rouge pour les économies émergentes en 2015, 2015-2016. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le même temps, depuis la mi-2016? On voit que pour les deux régions, aussi la production industrielle s'est fortement améliorée. Maintenant, ça, je vous ai parlé de la production internationale, de la production industrielle. Qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés financiers? Alors là aussi, ici, je vais d'abord parler sur les marchés boursiers. On voit un certain climat favorable, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il reflète aujourd'hui, en partie, des très bons fondamentaux. Ici, ce qu'on voit ici, je montre une image pour la zone euro, mais si je montrais des graphiques similaires pour les États-Unis, vous verriez le même phénomène. Qu'est-ce qu'on voit ici? La ligne bleue, on voit le cours boursier, le Stoxx 600, un cours boursier important pour la zone euro, qui monte et qui reflète depuis, de nouveau, 2016, il y avait un point très négatif, qui reflète de très bons résultats trimestriels des entreprises, les barres rouges. Et cette corrélation que les marchés financiers, en l'occurrence le cours boursier, reflètent vraiment de très bons fondamentaux est une bonne chose. Maintenant, il n'y a pas seulement le marché boursier, il y a aussi le marché d'échange. Qu'est-ce qu'on voit sur les marchés d'échange? Le franc, ce qui est important pour nous, et ici vous le voyez, c'est la ligne bleue. Ce qu'on voit ici, c'est que le franc, il continue vraiment à évoluer sur une fourchette relativement étroite. Alors le franc ici, pour être clair, c'est le cours du franc en termes effectifs, c'est-à-dire c'est le cours du franc contre toutes ses principales monnaies, pas seulement l'euro, mais vraiment tous les partenaires commerciaux importants de la Suisse. Par contre, depuis le mois de juillet, qui est vraiment la toute dernière partie, on a vu que le franc, de nouveau en termes effectifs, s'est déprécié d'environ 3%. Ainsi, il a atteint le niveau le plus bas depuis la suppression du taux plancher. C'est une évolution positive. Elle doit surtout se lire dans un contexte global. Alors, qu'est-ce qui se passe au contexte global? C'est là que je voudrais que vous regardiez sur les autres lignes. Il y a d'une part des tendances très positives qui nous viennent de la zone euro. Qu'est-ce qu'on a? On a une amélioration conjoncturelle, notamment et aussi en France, en Italie, pas seulement l'Allemagne. Et on a aussi, on l'a vu, et ça a joué un rôle très important pour nous, c'est le recul des incertitudes politiques
à la suite des élections présidentielles en France. Ça a permis à l'euro, on voit c'est la ligne rouge, à l'euro à s'apprécier fortement. L'euro, lui, depuis le début de l'année, s'est apprécié de presque 8%. Et on voit que c'est vraiment un peu une réponse à la forte dépréciation qu'on avait eue depuis le début 2014. De l'autre côté de l'Atlantique, on a un peu un retour de pendule, ce que j'appellerais un retour de pendule, dans le sens que le dollar des États-Unis, il s'est déprécié de à peu près le même volume, à peu près de 8%, de nouveau en termes effectifs. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on a des données conjoncturelles un petit peu moins favorables, notamment sur le côté de l'inflation. On a aussi des attentes d'une politique budgétaire un peu moins expansionniste et aussi, on l'a vu, une anticipation plus modeste quant à la prochaine hausse des taux d'intérêt. Alors, tout en tout, les tendances vont dans la bonne direction pour le franc suisse. Il est encore trop tôt pour dire si ces tendances sont durables. La situation reste encore relativement fragile. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour l'inflation? L'inflation, c'est une des questions. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré, on voit la production industrielle, on voit des signes très positifs pour la production industrielle, on voit des marchés financiers qui reflètent des fondamentaux solides. Mais un des grands puzzles, c'est l'inflation. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'inflation, pas seulement en Suisse, mais dans les grands pays industrialisés, est très basse. Et ici, ce qu'on montre, c'est ces graphiques, c'est l'anticipation, je croyais un peu trop près, l'anticipation de l'inflation à 10 ans. Et on voit que depuis le début de l'année, ces anticipations ont même continué à baisser. Au Japon, dans la ligne noire, et notamment aux États-Unis, la ligne bleue, et en Allemagne, la ligne rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de politique monétaire, en tout cas en termes de comment les marchés financiers anticipent la politique monétaire dans les grands pays, dans les grandes zones économiques, on voit une anticipation que les grandes politiques monétaires vont rester expansionnistes encore un moment. On le voit ici, c'est les anticipations des taux d'intérêt. Je ne suis pas en train de vous dire ce que les banques centrales vont vraiment faire, je vous dis simplement ce que les marchés financiers s'attendent. Alors on s'attend à ce qu'on le voit, la ligne bleue, on voit donc la Fed aux États-Unis, il y a une certaine normalisation des taux d'intérêt, mais cette normalisation se fait toujours de manière plus modeste. La ligne, si je vous l'avais montré il y a 3 mois ou il y a 6 mois, était plus raide, maintenant elle s'aplatit. Et d'un autre côté, la BCE, la ligne rouge, on voit que l'attente pour la première hausse des taux ne se fera pas avant mi-2019. Et je sais que vous êtes en train de me demander, et pour la Suisse? Alors voilà ce que les marchés financiers attendent pour la Suisse. Ils attendent également une remontée des taux très lente, c'est-à-dire que même encore un taux négatif, même jusqu'à 2020. Je crois que ça m'arrive. Maintenant, je vous ai donné un survol du contexte international dans lequel nous opérons. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Suisse? On le sait, l'économie suisse, elle est sur la voie de la reprise. Pour cette année, pour 2017, on table sur une croissance d'environ 1,5%. Où est-ce qu'on en est? Nous avons les chiffres, les derniers chiffres que nous avons, c'est pour le premier trimestre de cette année, et on était à une croissance de 1,1%. C'est ce qu'on voit ici avec la dernière barre bleue. Mais nous voyons aussi, ou nous avons vu et nous continuons à voir, un certain nombre d'indicateurs qui suggèrent une meilleure dynamique de croissance sous-jacente. De quoi est-ce que je parle? Nous avons vu dernièrement une activité manufacturière qui s'accélère. Nous voyons aussi, ce qui est très réjouissant, une plus grande proportion à investir. C'est quelque chose dont on a attendu et qui est très important pour la reprise. Et aussi, et là je vais vous montrer, un peu comme à l'étranger, nous voyons ces fameux indices PMI, ces fameux indices sur le climat, sur le secteur manufacturier, qui se trouvent bien au-dessus du seuil de croissance de 50, donc qui laissent suggérer une très bonne dynamique de base.
Ce n'est pas tout, et je crois que ça c'est une partie très importante. La croissance que nous voyons commence à s'étendre à toutes les branches. Ici, ce que vous voyez, c'est les exportations réelles de la Suisse. Et ce qu'on voit, c'est que longtemps, les exportations étaient vraiment portées par le secteur de pharmaceutique, chimie et pharmaceutique. C'est ce qu'on voit ici avec la ligne rouge. Mais, et ça c'est vraiment important, de nos jours, on voit une reprise, non seulement dans le secteur pharma, mais aussi la métallurgie, ici montrée en jaune, et le secteur de l'horlogerie. Et un autre point qui est bien sûr important, c'est le marché du travail. Et le marché du travail, ici je montre le taux de chômage, on voit qu'il s'améliore progressivement, modestement, mais toujours progressivement. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage en constante diminution et qui s'inscrit actuellement à 3,2%. Alors, je vous ai parlé de l'économie. En tant que membre de la direction, je ne peux pas ne pas vous parler de l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'inflation? Où est-ce qu'on en est? Après 2 années consécutives en territoire négatif, le taux d'inflation est de retour en positif. En juillet, il s'est inscrit à 0,3%. Notre prévision d'inflation, pourtant, reste très basse. Pour 2017 et même pour 2018, on s'attend à un taux d'inflation qui restera dans ce territoire autour de 0,3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un peu le même message, on va dans la bonne direction, mais la situation reste fragile. Pourquoi? Et c'est là que vous pouvez voir un peu les couleurs. Qu'est-ce qui rend l'inflation? Qu'est-ce qui peut être des sources de risque pour le taux d'inflation en Suisse? Il suffit par exemple que le prix du pétrole, ici on voit c'est la couleur jaune, on voit si le prix du pétrole de nouveau devait descendre, vous auriez directement un impact qui pourrait être dans le territoire négatif pour l'inflation, ou bien sûr si le franc suisse devait se remettre à apprécier de manière forte, nous pourrions également très facilement retourner en territoire négatif. Donc, dans l'ensemble, une situation bonne, mais qui reste fragile. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire pour la politique monétaire? Alors, nous considérons qu'une politique monétaire expansionniste reste aujourd'hui nécessaire pour, d'une part, stabiliser, comme je vous l'ai montré, l'évolution des prix et aussi pour soutenir l'activité. Qu'est-ce que c'est notre politique monétaire? Nous avons deux instruments, 2 piliers. D'une part, nous avons le taux d'intérêt négatif que nous appliquons aux avoirs à vue que les banques détiennent à la BNS, et c'est un taux de moins 0,75. Ce qu'on voit ici, c'est non seulement notre taux, le taux de la BNS est en rouge, vous voyez aussi certains autres taux des grandes banques centrales. Vous voyez, d'une part, on n'est pas les seuls à être entrés dans le territoire négatif, mais nous sommes vraiment allés plus loin, ou en tout cas très loin. J'y reviendrai du taux négatif. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est notre disposition à intervenir sur les marchés de change. Et cette intervention et cette disposition à intervenir, clairement, s'est traduite par une croissance relativement forte de notre bilan, comme vous pouvez le voir ici. Ces 2 piliers, quel est leur objectif? Ensemble, l'objectif de ces 2 piliers est de rendre les placements de francs moins attractifs et ainsi de réduire la pression excessive sur le franc suisse. Alors, je voudrais revenir encore quelques mots, parce que ce n'est pas forcément des mécanismes faciles. Le taux d'intérêt négatif, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 3 ans, personne n'aurait cru que les banques centrales puissent aller dans ce domaine nouveau, sur ce territoire nouveau. Le taux d'intérêt négatif est un instrument vital pour la Suisse actuellement, toujours encore. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important et comment ça fonctionne? Alors là, je vais vous montrer, je pense, ce qui est le graphique que je préfère pour expliquer la dynamique. Le taux d'intérêt négatif nous permet de rétablir en partie un écart de taux traditionnel avec l'étranger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, ce que vous voyez, historiquement, en Suisse, on avait toujours un taux d'intérêt plus bas qu'à l'étranger. Ici, ce que vous voyez, je ne peux pas vous montrer beaucoup de taux, je vous le montre par rapport à l'Euribor, donc par rapport à la zone euro. Le taux suisse, c'est le taux
en rouge, c'est la ligne rouge, le taux, l'Euribor, c'est la ligne jaune. Et la partie bleue, c'est l'écart que vous voyez. Donc traditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs, traditionnellement, ont toujours été d'accord de mettre leur argent en Suisse, de l'investir en Suisse, alors qu'ils recevaient un taux d'intérêt vraiment significativement plus bas qu'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la prime du franc suisse. Alors cette prime, elle est toujours là, il y a toujours un intérêt, il y a toujours la confiance dans l'économie suisse. Par contre, ce qui avait disparu longtemps, c'est l'écart. Vous le voyez très bien ici, la zone bleue, à un moment donné, a carrément disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il n'y avait plus cet écart de temps? C'est clair, la pression sur le franc suisse est devenue vraiment très forte. Et à ce moment, c'est là que nous, on a dû rétablir cet écart de temps pour essayer de réduire l'attractivité des placements en francs suisses. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce qui a bien fonctionné. Sans ce taux négatif, la pression sur le franc serait encore bien plus forte. Maintenant, j'ai encore deux choses que je voudrais dire. Alors, le taux d'intérêt négatif est nécessaire. Et une question que je reçois quelquefois, c'est pour qui et à cause de qui? Alors, ce que je trouve intéressant, et parce que M. Leuthel est arrivé dessus, la pression sur le franc ne vient pas seulement de l'étranger. Les investisseurs, et là je vais vous montrer, les investisseurs institutionnels suisses contribuent eux aussi à la dynamique du franc suisse. Pourquoi ? En Suisse, les caisses de pension gèrent une fortune de 800 milliards. C'est presque 125% du PIB. Vous le voyez ici, c'est la ligne horizontale rouge. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup plus que la moyenne des autres pays de l'OCDE, qui est la ligne noire. C'est une bonne chose. Maintenant, ce qui est intéressant, elles doivent l'investir. M. Leuthel nous en a parlé, elles doivent l'investir. Avec une taille de marché de capitaux quand même relativement limitée en Suisse, elles doivent l'investir à l'étranger. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'elles l'investissent de plus en plus à l'étranger. Ici, les barres bleues qui montent, les barres ascendantes, vous voyez, c'est la proportion de ces avoirs des institutionnels qu'elles doivent investir à l'étranger. Mais l'autre chose qui a changé, c'est que de plus en plus, elles doivent se couvrir contre le risque de change. M. Leuthel l'a dit, c'est cher, mais elles le font de plus en plus. Ça veut dire que la partie des investissements à l'étranger qu'elles gardent en devises étrangères descend. Et pourquoi est-ce que ça fait une pression sur le franc suisse? Parce que tout ce qu'on hedge, tout ce qu'on essaie de couverture contre le franc suisse est une pression supplémentaire sur le franc suisse. C'est une réaction absolument rationnelle, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ça explique que la dynamique sur le franc suisse est une chose qui prend du temps, c'est une chose structurelle. Ici, c'est la question, d'une part, vous avez l'appréciation du franc suisse qui a été très forte ces dernières années, d'une part, vous avez l'écart des taux. Et aussi longtemps que l'écart des taux est aussi petite, l'appréciation du franc suisse devient un risque plus grand contre lequel il faut se couvrir. Mais ça, c'est une dynamique qui va de nouveau se développer dès qu'on va avoir une plus grande écart de taux et qu'à ce moment, les pays veulent recevoir les taux plus élevés à l'étranger et le risque sur le franc suisse sera moins grand. J'ai passé mon temps, mais j'aimerais vous donner mon dernier message. Le dernier message qui relate aussi au taux négatif, c'est quel est le plus grand défi pour les institutionnels? Pour les institutionnels, pour les épargnants en général. Ce n'est pas le taux négatif suisse, le taux négatif de la BNS. Le défi principal, c'est ce qu'on voit ici, c'est le rendement des actifs qui a baissé de manière extraordinaire. On voit ici, je vous montre simplement les taux d'intérêt nominaux à 10 ans des grands pays. Les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, la France, c'est vraiment un phénomène. J'ai deux messages. C'est un phénomène global. On le voit, on ne le voit pas, on le voyait. C'est un phénomène global et c'est un phénomène qui a commencé depuis les années 80. Donc mon deuxième message, c'est un phénomène structurel. C'est un phénomène de démographie, de productivité, d'investissement. Et donc,
au-delà du taux d'intérêt négatif de la BNS, qui est sur le court terme, il y a vraiment des défis structurels, que pas seulement en Suisse, on est encore relativement bien, que ce soit la démographie, que ce soit la productivité, que ce soit les caisses de pension, mais à long terme, il y a quand même des défis structurels qui doivent être encore adressés dans les pays industrialisés. Et c'est là, la politique monétaire peut faire beaucoup. Nous avons fait beaucoup, nous faisons tout ce que nous pouvons pour influencer les conditions monétaires, mais nous ne pouvons pas tout. Notamment, nous ne pouvons pas adresser des défis structurels. Merci. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Madame Mechler, pour cette présentation assez positive, je dois dire, sur l'économie et limpide sur votre travail, qui est pourtant très, très complexe à la Banque nationale. Alors, on va ouvrir la question pour quelques minutes. Il doit y avoir des hôtesses, normalement, aux quatre coins de la salle. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade, ou un partage d'expérience, une réflexion? Est-ce que quelqu'un se lance? Peut-être de ce côté, je vois quelqu'un, mesdames. Bonjour Madame, Nicolas Anchaud. J'aimerais savoir comment vous prenez en compte la question de l'endettement des États, qui semble complètement en dehors de vos prévisions, or savoir un impact taux horaire fiscal sur les entreprises, voire des soubresauts significatifs. Vous parlez pour la Suisse ou pour non, au plutôt niveau de manière international? générale. La Suisse est encore relativement bien placée, mais d'autres États s'endettent considérablement et ça semble décorrélé des indicateurs que vous avez ici. Non, tout à fait. Moi, je vois ça fait partie d'un des défis structurels. Il y a eu une dette, et ce qui est intéressant, c'est que la dette, elle a vraiment augmenté de manière massive depuis le début de la crise financière. Différents pays, différents types de dettes. Certains pays, c'est la dette publique. Certains pays, c'est la dette des ménages, c'est les hypothèques. Pour d'autres pays, c'est la dette des entreprises. Et quelquefois, c'est les trois en même temps. C'est un défi, et ça montre à quel point on peut seulement surmonter ça avec une bonne croissance. Et c'est pour ça que je reviens. Ce qui est important, c'est de trouver la productivité, trouver l'investissement. Alors oui, ça peut vraiment poser un problème, c'est-à-dire ça va être un défi qu'il faudra prendre en considération, comment augmenter les taux, alors que certains pays sont endettés. C'est pour ça qu'on n'augmente que les taux. De manière générale, les banques centrales augmentent les taux quand vous avez une économie qui est prête à pouvoir absorber une augmentation de taux. Mais c'est vraiment, ça fait partie de ces défis structurels qui sont là et dont qu'il faudra adresser. Mais ça prend énormément de temps. On l'a vu avec la crise du Japon. Ça prend vraiment du temps à réduire de la dette, des bilans surchargés. Très bonne question. Une autre question peut-être, monsieur de ce côté? Voilà, vous êtes juste à côté, c'est parfait. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimais bien le propos de M. Leutel qui dit que l'Europe arrive enfin et légifère. Nous avons un mouvement mondial qui est en train de se dessiner, ce sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies font que cela échappe totalement aux banques centrales et que nous avons toute une économie qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, nous avons plusieurs sociétés qui ont fait des demandes de licence bancaire en Suisse pour pouvoir commencer à négocier avec ces monnaies. Comment réagissez-vous ? Tout à fait. Je pense que d'abord, c'est de l'innovation. L'innovation, c'est important. Ça fait partie de cette productivité, ça fait partie d'aller de l'avant. Ce sont des développements que nous analysons de près, que ce soit la cryptocurrencies, que ce soit de manière plus générale la technologie DLT, Distributed Ledger Technology. Ce sont tous des nouvelles technologies. Si elles peuvent augmenter la compétitivité, la productivité du système financier ou de l'économie en général, c'est vraiment une bonne chose. Comment nous on le voit? Donc on le voit de manière positive, c'est clair. Ce qui est important, c'est que ça ne peut pas aller au prix de moins de sécurité, de plus d'instabilité ou contre l'intégrité du système financier. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est les questions que ça pose sur l'infrastructure des systèmes de paiement. Donc c'est une chose que nous suivons, c'est une chose, et je pense que c'est extrêmement important à vous qui êtes ici et qui travaillez peut-être dans ce domaine, que ce soit le secteur privé qui s'engage. Parce qu'à la fin, c'est une question de modèle de travail, c'est des activités, et ça, c'est vraiment, ça doit venir du secteur privé, et c'est très bien que ça prenne de l'importance.
Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de retrouver Madame Mechler après, vu qu'on est un petit peu juste sur le timing. Je voudrais surtout pas manger sur la pause café. Merci beaucoup, Madame Mechler, pour votre présentation. Merci. Alors nous allons accueillir maintenant un intervenant tout à fait différent, dans un tout autre secteur, qui est l'investissement. Il s'agit d'André de la Fontaine, qui est associé chez Go Beyond Investing et directeur du Corporate Venturing. Alors, Monsieur de la Fontaine a une expérience très riche de plus de 20 ans dans des domaines très variés, donc qu'il s'agisse de la technologie, de l'entrepreneuriat, des ventes, de l'impact investing. Il est ingénieur informatique à l'origine. Il est également professeur à la Business School de Lausanne. Il a un MBA de l'EPFL et d'HEC Lausanne. Alors André est d'origine suisse et anglaise et il a occupé des postes à la fois techniques et managériaux dans différents pays, en Suisse et en Asie, je crois. Donc on peut citer par exemple l'Agence spatiale européenne, Energy West Suisse, Kudelski Group ou encore EcoStar Corporation. Cette expérience l'a mené dans le projet Go Beyond Investing, dont il est cofondateur et investisseur. Go Beyond Investing, pour vous sachiez, est une entreprise d'investissement qui est spécialisée dans les startups. Donc tout le management de Go Beyond est composé de business angels. Et André dispense également des formations en lien avec l'investissement pour les startups, les entrepreneurs, mais aussi certaines institutions publiques. André, je vous laisse la parole.